Guillaume Debat est maître de conférences en histoire moderne à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Ses travaux portent sur l'histoire de la justice ordinaire et extraordinaire, celle de la peine de mort, en particulier la guillotine, ainsi que sur l'étude des sensibilités pendant la Révolution française. Samedi 15 février 2025, Guillaume Debat était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son ouvrage 1794 Terreur, justice révolutionnaire et guillotine, Madame de Cassan sur l'échafaud, sur la seule femme exécutée à Toulouse pendant la Terreur. La rencontre était animée par Didier Foucault, directeur de la collection cette année-là, aux éditions Midi-Pyrénéennes. Bonne écoute. Bonjour mesdames, messieurs. Ravi de voir que vous êtes si nombreux pour participer à cette présentation du petit livre de Guillaume Debat, 1794, Terreur, justice révolutionnaire et guillotine, Madame de Cassan sur l'échafaud. Alors ce petit livre, certains d'entre vous le connaissent, il appartient à une collection qui existe déjà maintenant depuis 6 ans, et qui s'intitule Cette année-là à Toulouse, dont l'objectif est de prendre à partir d'une année donnée connaissance des événements importants qui se sont passés et surtout aussi de contextualiser ces événements pour avoir une petite image de la vie toulousaine à cette époque-là et également aussi de réfléchir à la mémoire que la ville a conservée, aussi bien dans ses institutions, dans son fonctionnement, son économie, mais aussi dans la mémoire des hommes et des femmes, y compris bien sûr avec les commémorations, les conflits de mémoire qu'il peut y avoir. Je crois que sur l'histoire révolutionnaire, les conflits de mémoire sont nombreux. Je voudrais aussi bien sûr, avant toute chose, remercier la librairie Ombre Blanche qui nous accueille régulièrement et certains d'entre vous sont déjà, je les reconnais, sont déjà venus nous écouter. Donc Guillaume Debat, je vais lui céder tout de suite la parole. Comme vous le voyez, c'est un jeune historien. Il est maître de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès, donc au Mirail, et professeur d'histoire moderne. Et sa spécialité, c'est la Révolution, et notamment ses travaux de prédilection tournent autour de la période que l'on appelle la Terreur. Et je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion, et en particulier aussi sur un des symboles de cette période de la Terreur, dont nous allons parler tout de suite, c'est la guillotine. Alors peut-être avant toute chose, guillotine, révolution, on fait très facilement, je dirais, la liaison. Je me rappelle par exemple au mois de juillet, lors de l'inauguration des Jeux Olympiques, l'évocation de la Révolution se faisait avec des personnages, une femme, peut-être Marie-Antoinette, je suppose, qui tenait la tête sur ses mains. Donc, est-ce que vraiment la Révolution a fait couler le sang de 1789 à 1799 de façon ininterrompue sous la guillotine? Peut-être pour démarrer, on peut commencer à réfléchir là-dessus. Merci beaucoup Didier, merci à nouveau à la librairie Ombre Blanche et à vous tous et vous toutes pour être venus aussi nombreux et nombreuses. Alors en effet, la guillotine est un symbole de la Révolution parce qu'elle est née pendant la période révolutionnaire, parce qu'un certain nombre de grandes figures de la période évidemment sont morts par la guillotine, mais résumer la période révolutionnaire à la machine à décapiter, évidemment ce n'est pas le cas, hein. La violence révolutionnaire se déploie selon des rythmes qui varient selon le temps et aussi selon les espaces. En réalité, il y a des espaces qui sont très peu concernés par l'application de la peine de mort. En revanche, il y a des espaces qui, eux, sont vraiment concernés par la répression. Donc, on considère généralement que la fameuse période de la Terreur, en gros de septembre 1793 à l'été 1794, c'est là où la violence et la répression est la plus forte. Mais là encore, y compris pendant cette période, il y a de très nombreux espaces qui échappent en fait au règne de la guillotine, pourrait-on dire. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'une partie très importante, et sans doute même ils sont sans doute plus nombreux, enfin c'est même certain qu'ils sont plus nombreux que les guillotinés, la majeure partie des individus qui sont exécutés pendant la Révolution
que ce soit par des tribunaux ou par des commissions militaires, en réalité, ils sont fusillés, hein, parce que c'est une répression qui est souvent militarisée, notamment dans le cadre des conflits dans l'Ouest, hein, les fameuses guerres de Vendée, où on fusille beaucoup plus qu'on ne guillotine. Donc la guillotine est un symbole de la Révolution, mais d'un point de vue quantitatif, en réalité, elle est minoritaire par rapport à d'autres modes d'exécution des condamnés, et notamment la fusillade. On peut donc tout de suite peut-être prendre comme point de départ le cas qui sert de démarrage à ce livre, à savoir le cas d'une noble toulousaine, Madame de Cassan, qui a été guillotinée, donc une femme guillotinée, et sur laquelle on a une documentation assez intéressante qui va servir un peu de point de départ à ce livre, qui ne s'arrête pas, bien sûr, à ce simple cas de figure. Alors, cette Madame de Cassan, qui est-elle et qu'est-ce qui l'a amenée sous la guillotine ? Alors donc, Madame de Cassan, elle appartient à ce qu'on appelle la noblesse parlementaire, puisque à Toulouse, à l'époque moderne et au XVIIIe siècle notamment, Toulouse n'est pas une ville dominée par une grande bourgeoisie marchande, comme il peut y avoir à Bordeaux. L'élite vraiment de la ville, c'est cette noblesse parlementaire, c'est-à-dire des magistrats, des gens qui appartiennent au Parlement, qui est une cour de justice qui juge un appel, mais qui a aussi un rôle, parce qu'elle doit enregistrer les lois pour qu'elles puissent s'appliquer. Donc ce Parlement fait vraiment le prestige de la ville. Et Madame de Cassan, elle appartient à cette noblesse parlementaire. Alors elle appartient à une branche qui n'est pas la branche la plus prestigieuse. Dans sa famille, on trouve des viguiers, c'est-à-dire des juges à Toulouse, mais on compte quand même un capitoul notamment. Elle est née de Rabaudy et elle épouse Monsieur de Cassan, qui lui appartient vraiment à la pleine noblesse parlementaire. Hein. Il fait partie, la famille de Cassan, c'est vraiment l'une des familles les plus importantes. Et donc par ce mariage, elle intègre les cercles de la sociabilité, de l'élite toulousaine du XVIIIe siècle et des Lumières. Et la Révolution, en fait, vient bouleverser ce parcours. Madame de Cassan, mais comme toute la noblesse parlementaire, fait face à la suppression du Parlement au tout début de la Révolution. Et à Toulouse, une des particularités, c'est qu'une partie des parlementaires, pas tous, mais une partie, proteste officiellement contre la suppression de leur institution en 1790. Et donc, ils se fendent d'une longue lettre, enfin d'une lettre ou d'un discours, dans lequel ils critiquent toutes les premières réformes de la Révolution. Ils manifestent leur attachement à la société d'ordre, à l'Ancien Régime, à la monarchie évidemment, mais il n'est pas encore question d'abolir la monarchie à ce moment-là, et à l'institution parlementaire. Et cette déclaration, cette prise de position, elle est déterminante parce que jusqu'au bout de notre histoire, c'est cette déclaration qui fait que pour les révolutionnaires, les parlementaires, et notamment les parlementaires toulousains, sont d'irréductibles partisans de l'Ancien Régime et d'irréductibles adversaires de la Révolution. Et c'est ça qui va nourrir la suspicion des révolutionnaires à l'égard de tout le milieu parlementaire. Et donc, au fur et à mesure que les tensions augmentent à partir de 1793, notamment, enfin 92-93, on a des arrestations préventives avec la loi des suspects d'individus qui sont suspectés d'être potentiellement des révolutionnaires. Et c'est dans le cadre de ces arrestations que sont arrêtés M. de Cassan, Madame, donc son épouse, Antoine Adrienne, et leur fille notamment. Et donc, elle passe plusieurs mois en prison, de longs mois en prison, jusqu'à ce que, suite à une dénonciation, il est décidé de la juger. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est pas toujours évident, mais en fait, quand on démêle le fil du procès, on se rend compte que non seulement elle est suspecte parce qu'elle est parlementaire, mais il y a une deuxième chose qui, pour son malheur, la rend suspecte, c'est que ses enfants, donc elle a une fille, mais elle a aussi 2 garçons, ont émigré en Espagne, puis au Portugal. Et donc, comme la France est alors en guerre avec l'Espagne et le Portugal, tous les nobles qui sont partis trouver refuge en Espagne ou au Portugal, on craint qu'ils agissent secrètement contre la France. Et Antoine Adrienne a envoyé de l'argent à l'un de ses fils et elle a nourri une correspondance avec lui. Et donc, c'est cette suspicion qui pèse généralement sur les parlementaires, accrue parce qu'elle appartient à une famille d'émigrés, qui justifie son procès. Et comme on trouve des traces de l'argent qu'elle a envoyé et des traces d'une correspondance avec son fils, c'est ça qui, pour le tribunal, elle la rend coupable de contre-révolution. Alors il se trouve qu'en plus, dans une des lettres qu'elle a envoyées à son fils, elle critique l'exécution de Louis XVI. Voilà, elle condamne la révolution dans des termes très forts parce que les révolutionnaires ont exécuté Louis XVI. Donc il y a un faisceau de preuves en fait qui la rend, dans un contexte de tension très forte, coupable de contre-révolution. Et c'est ce qui motive son exécution en 1794. Peut-être on pourrait raconter ce qui se passe au moment de l'exécution, parce qu'on a des informations assez précises
et peut-être expliquer ce que fait la guillotine à Toulouse, comment on l'a installée et peut-être comment on l'a expérimentée avec parfois un peu quelques ratés, semble-t-il. Alors, la guillotine est arrivée à Toulouse en 1792, hein, puisque donc après la première exécution à Paris, donc en 1792, chaque département doit être doté de sa guillotine. Donc en fait, il y a une construction en série. Hein, c'est un artisan parisien qui a le monopole entre guillemets. Enfin, il a le marché des guillotines. Et donc celle de Toulouse arrive relativement tôt. Elle fait partie des premières guillotines qui arrivent en France. Et les grandes villes sont dotées avant les plus petites communes. Et donc la guillotine est d'abord installée, ce qui est une nouveauté par rapport à l'ancien régime, sur l'actuelle place du Capitole. Voilà. Alors elle n'est pas au milieu de la place. Si vous avez le Capitole face à vous, en fait, elle est un petit peu sur la gauche, quasiment alignée avec l'entrée du McDo aujourd'hui. Donc la guillotine est là. La place qui s'appelle pas place du Capitole encore, hein, mais ça s'appelle la place de la Liberté à ce moment-là. Ce n'est pas un lieu d'exécution sous l'Ancien Régime. Hein. Sous l'Ancien Régime, il y a plusieurs lieux d'exécution à Toulouse, à Saint-Georges notamment. Et donc c'est pas un lieu d'exécution. Donc la guillotine est dressée sur un échafaud qui fait à peu près 2,50 m. La machine à ce moment-là, elle fait 3,50 m de haut. Donc vous imaginez, ça fait 5,50 m, hein, l'appareil, le dispositif judiciaire en entier, qui a pour but d'assurer une visibilité à l'exécution, parce qu'on est persuadé à cette époque-là que la peine de mort a une valeur préventive. Et donc il faut spectaculariser le spectacle de la mort pour décourager des mauvais citoyens, soit de passer à l'acte si c'est des crimes de droit commun, soit de décourager les contre-révolutionnaires ou les avertir du châtiment qui les attend. Et donc cette guillotine fonctionne à Toulouse de manière très très modérée jusque donc à l'automne 1793, période à partir de laquelle les exécutions augmentent. Et à l'hiver 93-94, donc en février 1794, un jeune noble est exécuté qui appartient lui aussi à la noblesse parlementaire. Alors, au début, s'était posé la question, est-ce que c'est pas lui, plutôt qu'Antoinette Adrienne, qui aurait été au cœur de l'ouvrage? On a choisi Madame de Cassan de Rabaudy finalement. Il s'appelle Tristan David de Baudrigue d'Escalonne. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire toulousaine, un de ses ancêtres est un des capitouls qui a été très actif dans la condamnation à mort de Calas à Toulouse en 1762. D'ailleurs, les révolutionnaires le savent, hein, et donc cette famille est suspectée d'être depuis des générations une famille de fanatiques et d'hostiles aux idées de liberté et d'égalité. Donc il est condamné pour avoir insulté dans une séance publique aux Jacobins un représentant en mission et plusieurs Toulousains révolutionnaires. Alors comme il est un peu plus grand que les autres, ils sont un groupe à avoir insulté, mais lui, comme il était un peu plus grand, on l'a rapidement reconnu. Donc il est arrêté avec ses frères, qui eux sont plus jeunes, et donc pour cette raison-là, hein, il est condamné pour tenter d'avoir avili le club des Jacobins. Bon, il y a toute une rhétorique révolutionnaire, et son exécution se déroule très mal, puisque, je suis désolé des détails pour un samedi matin, mais en fait il se débat lors de son trajet, au point qu'il est mal installé sur la guillotine. On a souvent l'idée, comme la guillotine est une machine, que cela aurait mécanisé la mort, et certains historiens ou historiennes ont pu parler d'une industrialisation de la mort avec la guillotine. Alors moi je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que c'est en réalité quelque chose de très manuel, hein. La guillotine n'abolit aucun face-à-face entre le condamné et le bourreau, hein. Le bourreau et ses aides sont extrêmement présents, on attend d'eux un savoir-faire. Et là, ils échouent parce que le condamné se débat tellement qu'il est mal positionné sous la guillotine. Ce qui fait que la lame ne tranche pas la tête du premier coup. Il faut la remonter une deuxième fois pour terminer la décollation, la coupe de la tête. C'est pas du tout rare, hein. Moi, j'ai compté et traqué ces exécutions, ces accidents lors des exécutions. J'en ai trouvé une grosse quinzaine pour la période révolutionnaire. Donc on en trouve vraiment pour plein de raisons. Je vais pas rentrer, on pourra y revenir dans les questions. Mais l'exécution se passe mal. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que la foule qui assiste à l'exécution va prendre fait et cause pour se condamner. En fait, là, on rejoue quelque chose qui est déjà attesté au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que la foule est capable d'accepter une violence tant qu'elle est dans les bornes du supportable. Tant que, ce que Arlette Farge dit, que l'exécution, rien ne doit entraver en fait, le processus de l'exécution. Et dès que cette exécution sort du cadre du supportable, eh bien, la foule va se retourner contre l'autorité instituée. Et là, c'est donc le cas lors de cette exécution. On est en pleine terreur, on est au moment où on considère qu'il faut impressionner tous les ennemis de la Révolution, et pourtant, la Société des Jacobins, qui a priori n'est pas l'organe le plus modéré de la ville de Toulouse, demande à ce qu'on déplace la guillotine pour la mettre dans un lieu moins visible, pour que si de nouveaux incidents doivent survenir, eh bien en fait, il y ait moins de monde qui viennent contempler les ratés. C'est-à-dire qu'on pense
que le spectacle d'une exécution ratée est pire. Est pire que les bienfaits du caractère spectaculaire de l'exécution. Et donc, on va occulter la guillotine de l'espace public. On trouve ce phénomène dans plein de villes. Et le lieu qui est choisi, il est alors situé sur l'actuel square Goudouli, en gros vers Jean Jaurès aujourd'hui, qui en fait aujourd'hui est à l'époque était près des portes en fait de la ville. On est à la limite des faubourgs et on va réaménager un espace qu'on va appeler Place de la Révolution et on va installer la guillotine à ce moment-là. Mais l'objectif est vraiment de diminuer la visibilité de la machine parce qu'on craint de nouvelles exécutions, de nouveaux incidents, de nouveaux accidents lors des exécutions. Madame de Rabaudy sera exécutée à cet endroit-là. Comment se déroule le cérémonial de l'exécution ? On n'a hélas pas beaucoup de documents parce que c'est très bien documenté pour Paris, les charrettes de condamnés, etc. Alors ce qu'on sait à Toulouse, c'est que les condamnés à mort reçoivent une toilette peu de temps avant leur exécution. Par toilette, il faut attendre, on coupe les cheveux et on coupe le col de la chemise ou des vêtements. On fait des grandes échancrures parce que rien ne doit venir entraver la chute de la lame. Le trajet, à la différence de ce qui se passe à Paris par exemple, s'effectue à pied. Le trajet est à pied. C'est des bataillons de la garde nationale encadrent le condamné sur son chemin. Donc elle est emprisonnée, en fait, pas très très loin aujourd'hui de la rue Lafayette. Donc en fait, le trajet pour elle est relativement court. Et on sait, puisque les sources comptables nous l'apprennent, qu'il y a quelqu'un qui est qu'on appelle le tambour-major de la guillotine, qui en fait joue du tambour et qui précède pour avertir les individus du passage du condamné. Donc le trajet est effectué à pied. Elle monte les marches de la guillotine. À ce moment-là, on lui lie les mains dans le dos et on l'attache à une planche qui est ensuite basculée à l'horizontale et glissée sous la lame de la guillotine. C'est très important d'attacher les mains dans le dos parce que en fait, ça fait ressortir les épaules et donc ça facilite la coupe de la lame. Son exécution, elle, se passe bien, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas d'incident. On ne sait pas si le fameux geste dans lequel le bourreau montre la tête au peuple a eu lieu. Parce que ce geste, il est attesté à Paris, mais on n'en trouve pas de traces véritables ailleurs, si ce n'est dans des écrits très tardifs et pour dénoncer la violence révolutionnaire. Donc en fait, on n'est pas sûr que ce fameux geste du bourreau qui montre la tête au peuple ait été réalisé à Toulouse, et particulièrement pour Antoinette Adrienne. Mais en fait, son exécution, qui est assez bien documentée, c'est une exécution vraiment révélatrice de la plupart des autres exécutions. Là, il n'y a rien d'extraordinaire lors de son exécution. Alors peut-être pour avoir une vision un peu plus large, tout à l'heure on a dit que la période la plus intense de la répression, notamment par la guillotine, se situe entre l'automne 93 et la fin du printemps 94, c'est-à-dire la chute de Robespierre. Qu'est-ce qui explique cette montée vers la violence révolutionnaire que l'on ne trouve pas en 89, 90, où les choses se passent relativement bien, sans violence, sans affrontement, autre que des affrontements verbaux entre partisans de telle ou telle réforme de la Révolution. Pour quelles raisons a-t-on cette montée de la violence? Est-ce que c'est lié à des craintes, par exemple, notamment de la situation internationale qui a évolué aussi beaucoup? Oui, le principal facteur, c'est ça, c'est-à-dire qu'on oublie toujours que, on ne dit pas assez que la France révolutionnaire est d'abord une France en guerre. Elle est en guerre contre toute l'Europe, elle est toute seule, parce que à partir de donc la déclaration de guerre à l'Autriche et à la Prusse, c'est le 1792, mais à partir de 93, rejoignent l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne et plusieurs États italiens. Donc sur tous les fronts, la France est en guerre. Et cette guerre, au départ, se passe très mal. Donc, la politique révolutionnaire, elle vise à éliminer à l'intérieur toutes les dissensions, toutes les oppositions qui pourraient nuire à l'effort de guerre et à la victoire finale des armées révolutionnaires. On le voit avec la loi des suspects, en fait, qui ne criminalise pas une action, mais qui en fait permet d'arrêter des individus de manière préventive. Et puis on le voit si on rentre dans le détail de certaines condamnations qui peuvent nous paraître très étranges. Et si on prend, par exemple, moi je me suis baladé dans une 50aine de départements pour compter les condamnés à mort. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que les départements qui comptent le plus de condamnés à mort, c'est là où il y a eu des oppositions des villes, en fait, qu'on considère qui sont insurgées contre la Révolution, à Lyon, Bordeaux, Marseille ou Toulon, qui se livrent aux Anglais d'ailleurs, et des départements frontaliers, notamment dans le nord et dans l'est, c'est-à-dire des départements proches des théâtres d'opérations militaires. Si vous prenez le cas de l'Alsace actuelle, dans le Haut, le Bas-Rhin,
on se rend compte que la plupart des gens condamnés, c'est parce qu'ils ont refusé les réquisitions de grains, ou ils se sont opposés aux réquisitions de chevaux, ou enfin, c'est vraiment des choses liées à l'approvisionnement des armées. Et c'est pour faciliter la victoire des armées révolutionnaires qu'on crée ces commissions, enfin, ces juridictions. Et évidemment, le grand cas, c'est l'Ouest, où les révolutionnaires ont l'impression que tous les départements de l'Ouest sont en état d'insurrection et qui fait craindre notamment l'arrivée ou l'aide de débarquements britanniques qui pourraient ouvrir un nouveau front directement sur le territoire français. Ces craintes, elles ne sont pas totalement infondées. Il y a un débarquement à Quiberon qui rate au cours du directoire. Donc il y a ce phénomène les révolutionnaires ont vraiment l'impression, depuis Paris, d'être une citadelle assiégée avec des ennemis partout à l'extérieur et partout à l'intérieur également. Et donc cette paranoïa-là, il faut bien en avoir compte pour comprendre la montée des violences et la montée des tensions. Ce n'est pas une manière d'excuser, mais c'est vraiment pour expliquer. Quand on regarde la vie des députés à ce moment-là, on se rend compte qu'ils siègent pendant près de 17 heures par jour. C'est-à-dire qu'ils arrêtent à 2 heures du matin, ils dorment 3 heures, ils reprennent à 6 heures, à 5 ou 6 heures. Donc ils sont épuisés. Ils siègent en permanence, puisque c'est la Convention, c'est l'Assemblée qui a le pouvoir exécutif et législatif. Il n'y a pas de gouvernement à proprement parler, il y a des comités, mais bon. Et donc ces députés siègent tout le temps. Ils sont véritablement épuisés. Ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce que Robespierre est tout le temps malade, par exemple. Parce qu'en fait, ils sont... alors on ne peut pas psychologiser, mais en fait, on oublie à quel point c'est des individus qui sont tout le temps malades parce qu'ils sont épuisés véritablement. Et donc, parfois, pas toujours à même de prendre de bonnes décisions. Et ce schéma-là de tension, dans chaque département, en fait, il rencontre un contexte local. La répression qui se déploie à l'échelle nationale, elle peut permettre à l'échelle locale des règlements de compte, par exemple, on le sait. Si vous allez, c'est ma collègue Valérie Stokasa qui l'a bien montré, si vous allez en Aveyron ou en Lozère, en fait, la période révolutionnaire, on rejoue les guerres de religion. Les protestants, enfin les révolutionnaires s'appellent protestants et les contre-révolutionnaires s'appellent catholiques. Et donc on dit on va s'attaquer au village catholique ou au village protestant. On ne dit pas révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Et les modalités de violence, même sur les corps, en fait, c'est les mêmes que pendant les guerres de religion. Donc là, ça réactive des conflits locaux. Pendant l'épisode de la Grande Peur en 1789, en Limousin, on ne dit pas qu'il y a des brigands ou quoi, on croit qu'il y a des Anglais. Parce qu'on a la mémoire de la guerre de 100 ans. On se dit, s'il y a des ennemis, c'est forcément des Anglais. Il n'y a plus un Anglais en Limousin en 1789 depuis longtemps. Et à Toulouse, ce qui va expliquer la violence, c'est aussi le contexte international. On l'a dit, la France est en guerre avec l'Espagne et le Portugal. Donc il y a la guerre dans les Pyrénées. Et cette guerre se passe au départ très mal pour les armées françaises qui reculent face aux Espagnols. La déclaration de guerre avec l'Espagne et le Portugal a transformé Toulouse en base logistique du conflit. Donc les autorités toulousaines ont une crainte tout au long de la période, c'est que Toulouse soit assiégée. Donc on craint la présence d'ennemis intérieurs qui favoriseraient le succès des Espagnols. Typiquement, ceux qui ont des parents qui ont émigré en Espagne, comme Madame de Cassan-Dorabodi, généralement tous les opposants à la Révolution, dont les parlementaires, et les prêtres. L'Espagne est déjà à cette époque-là un pays très catholique, et donc le clergé est suspecté d'être ennemi, en tout cas agissant de l'intérieur contre les intérêts de la Révolution. Et à Toulouse, on se rend compte que le clergé est le groupe social en fait le plus concerné par la peine de mort. Et c'est pas le plus nombreux en nombre, mais rapporté à la population initiale, c'est lui qui a le plus subi la guillotine. Donc c'est ça qui permet cette montée des tensions. Je vous prends un exemple. Un boulanger qui s'appelle Denis est guillotiné à Toulouse pour empoisonnement parce qu'il a fabriqué du mauvais pain. Alors ça peut paraître excessif, mais dans le contexte où on craint que la ville soit assiégée, un boulanger qui produit du mauvais pain, en fait, on va le percevoir comme un boulanger qui le fait sciemment pour empoisonner la population, diminuer les réserves et favoriser l'entrée des Espagnols si jamais il devait y avoir un siège. Alors, les armées révolutionnaires, en fait, elles sont arrêtées vers Collioure, elles ne sont jamais arrivées proches de Toulouse, mais cette crainte, elle est très présente dans la ville. Ce qui explique aussi que la ville de Toulouse se perçoit comme une citadelle assiégée avec des campagnes partout dans lesquelles les opérations de réquisition de grains ou de chevaux se passent assez mal. Dans le Gers, dans le Tarn, en Aveyron, on résiste pas mal aux réquisitions. Et donc Toulouse a vraiment ce sentiment d'être une citadelle assiégée. Et si on regarde la fin de la terreur, à Toulouse, c'est au printemps 1794. Or, Robespierre, qui marque la fin de la terreur, lui est guillotiné à l'été 1794. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au printemps 1794, à Paris, Saint-Just obtient la suppression de toutes les juridictions révolutionnaires. En gros, il obtient que tous les gens qui sont
suspects de contre-révolution soient désormais plutôt jugés à Paris. Là, il y a un phénomène de centralisation de la violence. Et à Toulouse, c'est au même moment où les armées françaises se mettent enfin à repousser les Espagnols et la guerre se déplace, le front se déplace plus proche de la frontière espagnole. Donc la perspective d'une invasion à Toulouse s'éloigne. Eh bien, c'est deux raisons. Contexte national, hein, les contre-révolutionnaires vont désormais être jugés à Paris. Contexte local, diminution du péril espagnol, va faire que la terreur diminue au printemps, donc plutôt à Toulouse qu'à l'échelle nationale. Le club des Jacobins, ou même c'est vrai du comité de surveillance, qui réclamait plein d'arrestations préventives, dès ce moment-là, demande à ce qu'on vérifie qui est en prison et s'il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés par erreur et si jamais on peut les libérer. Ils n'ont pas changé d'avis du tout au tout, mais comme le péril s'éloigne, la tension, les craintes, la peur diminuent et donc on retend vers une forme de modération. J'ajoute, et c'est vrai à Toulouse, et c'est vrai partout, qu'on craint le complot. Il y a une peur généralisée du complot qui marque les émotions révolutionnaires. Alors cette crainte du complot, elle n'est pas toujours infondée. Il y a beaucoup de complots pendant la Révolution. Et à Toulouse, en date, et je fais le lien avec un ouvrage de la collection, en 1799, il y a un complot qui permet une insurrection royaliste en 1799 dans le Midi toulousain. Et Christine Doucet-Sénin a publié un ouvrage dans la collection sur cet épisode. Donc la crainte du complot, elle n'est pas du tout infondée. Donc c'est tous ces éléments, évolution des lois et des tensions à l'échelle nationale, qui rencontrent dans chaque département un contexte local qui permet de mesurer l'influence de la violence et les réalités de la terreur. À Toulouse, c'est vraiment la guerre qui détermine le contexte local. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un bilan justement de cette violence révolutionnaire pendant la période de terreur et peut-être avant et un peu après? Et peut-être aussi, est-ce que le tribunal révolutionnaire, lorsqu'il était installé à Toulouse, est-ce qu'il condamnait tout le monde? Alors, pour le bilan à l'échelle nationale, moi j'ai compté, alors évidemment le chiffre, l'opération chiffrée, elle est toujours délicate parce qu'on peut toujours rater quelqu'un ou mal lire dans les archives. Bon, moi les estimations de guillotinés pendant la période, donc 89 jusqu'à 94, j'ai compté moi une quinzaine, à peu près entre 13 et 15 000 personnes qui ont été guillotinées. C'est très peu comparé à l'ensemble des victimes de la Révolution. Je le dis, la plupart sont des gens qui sont notamment des victimes dans la guerre de Vendée, soit victimes des combats, soit victimes des répressions, soit victimes des maladies. Et je ne compte même pas les individus qui ont été déplacés, qui n'ont jamais pu revenir chez eux, parce qu'on ne les compte jamais dans les victimes, mais ça reste des destins et des vies également brisées. Alors à Toulouse, au cours de la période, on est sur une centaine de personnes qui sont exécutées, ce qui fait de Toulouse une des grandes villes les moins concernées, on va dire, par les exécutions. À Lyon, on est sur près d'un millier, on est sur à peu près 800 à Marseille, 300 à Bordeaux. Donc Toulouse est une ville qui est relativement épargnée par les exécutions. On ne fait que guillotiner, il n'y a pas de fusillade. Et ce tribunal, à Toulouse, le tribunal révolutionnaire, alors, en réalité, c'est le tribunal criminel, c'est-à-dire l'ancêtre de notre cour d'assises actuelle, mais qui reçoit temporairement la possibilité de juger comme le tribunal révolutionnaire de Paris. Donc, moi, par exemple, je l'appelle tribunal criminel jugeant révolutionnairement, pour bien montrer que ce n'est pas une création ex nihilo comme le tribunal révolutionnaire. En fait, ça change tout, parce que ça veut dire que la justice révolutionnaire, elle est pensée comme temporaire et devant, à terme, laisser place à la justice ordinaire. Et pendant la période de la terreur à Toulouse, le tribunal criminel, il continue de juger les crimes de droit commun de manière ordinaire. Donc, parfois, il siège de manière révolutionnaire, parfois, il siège de manière ordinaire. Et si on prend donc son activité, il condamne à moitié, en gros, je veux dire comme ça, il acquitte 50% des prévenus. Et sur les 50% qui sont condamnés, 70% le sont à la guillotine. Donc, en fait, c'est une minorité, en tout, ça fait 30 et 40% d'individus qui sont condamnés. Ces chiffres sont assez proches de ceux du tribunal révolutionnaire de Paris avant la phase de centralisation, où on est aussi sur 50% d'acquittement. Et à Lyon ou même à Bordeaux, en fait, on a des taux d'acquittement qui sont aux alentours de 50%. Donc l'idée d'une justice révolutionnaire qui condamne aveuglément, c'est pas tout à fait le cas. Alors dans l'Ouest, c'est un peu différent parce que là, il y a des fusillades massives en fait, où on peut fusiller 100 à 200 prisonniers
ou suspectés prisonniers. Donc là, en revanche, mais c'est pas la même chose. C'est des exécutions militaires. Les exécutions vraiment faites par des juges et des magistrats sont assez. On est sur ce taux-là d'acquittement. Les juges révolutionnaires, c'est vrai à Toulouse, mais c'est vrai aussi ailleurs. Ils sont des hommes des Lumières. Ils ont porté les réformes judiciaires du début de la Révolution, et donc ils ont très très peur de l'erreur judiciaire. Ils sont persuadés de faire le bien, et donc ils veulent des preuves. Ils sont très attentifs à la force de la preuve. Et quand à Paris, on regarde, y compris dans les quartiers sans culottes, l'opinion des individus lambda, en fait, on se rend compte, parce qu'il y a des rapports qui le montrent, que les individus craignent toujours des personnes exécutées par erreur. Même dans l'opinion, c'est une idée très répandue. On ne doit pas mal ou trop condamner. Donc, c'est pour ça que résumer la révolution à sa répression et à la guillotine, c'est excessif, parce que en parallèle de ça, on a une libération de la prise de parole politique. La période de la terreur, c'est aussi, il y a des fêtes, on plante des arbres de la liberté. On a des individus qui avaient été exclus de la vie politique, qui se retrouvent à jouer un rôle. C'est vrai à Toulouse, au sein du comité de surveillance ou du club des Jacobins. Donc je le dis ça parce que c'est vrai, on va parler pas mal des exécutions. Mais il y a toute une vie sociale, une vie politique extrêmement intense pendant cette période-là pour des individus qui sortent de l'Ancien Régime et donc qui pour une partie d'entre eux n'avaient jamais en fait eu cette capacité-là d'expression politique. Et le développement de la presse, d'ailleurs, montre bien ce goût pour l'opinion, pour s'informer et pour participer à la vie publique. Mais donc voilà, donc une centaine de condamnés à Toulouse, 13 et 15 000 en France, mais encore une fois, c'est qu'une toute petite partie de la réalité d'une répression en réalité plus vaste et plus protéiforme. Alors Paris, sur les condamnés du tribunal révolutionnaire à Paris, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, on est sur, je crois que c'est 3000 et quelques condamnés par le tribunal révolutionnaire à Paris. Et parmi ces condamnés, il y a d'ailleurs des Toulousains. Il faudrait peut-être dire quelques mots sur eux. Ah oui, absolument. Puisque à partir du printemps 1794, je vous lis, tous les condamnés, donc on a les Toulousains qui sont envoyés à Paris. Et notamment, d'ailleurs il y a plus de Toulousains exécutés à Paris que de Toulousains exécutés à Toulouse. Et notamment, un grand nombre de parlementaires qui avaient été arrêtés au cours de la fameuse période du printemps 93. Et notamment le mari de Madame de Cassan, donc Monsieur de Cassan, il survit à son épouse mais de quelques mois. Lui, il est guillotiné à l'été 1794. Il y a comme ça 3 envois en fait successifs de parlementaires qui sont envoyés par convoi jusqu'à Paris pour être exécutés. Ce qui est très intéressant, c'est que le comité de salut public et Saint-Just notamment écrit aux autorités révolutionnaires à Toulouse. Ils doivent les envoyer, ces condamnés, mais il insiste pour dire qu'il faut que ces condamnés soient jugés à Paris. Et lors de ce procès, ce qu'on reproche aux condamnés, aux accusés et aux parlementaires, c'est leur fameuse protestation de 1790. C'est vraiment l'argument massu, la preuve irréfutable de leur caractère de révolutionnaire et de contre-révolutionnaire. Au point que sont jugés et condamnés à mort des parlementaires qui n'ont pas signé cette protestation. Je vous l'ai dit, il n'y a qu'une partie des parlementaires qui avaient signé cette protestation. Là, ils sont un peu tous regroupés dans la même catégorie et donc ils sont au prix de 80 à être exécutés. La mémoire de ces parlementaires va se fixer sur leur exécution considérée comme injuste et également sur les conditions de trajet, parce que le trajet de Toulouse à Paris est particulièrement difficile pour ces parlementaires, dont certains sont très âgés d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce groupe des parlementaires forment une grande partie en fait des exécutés toulousains à Paris. Il y a quelques prêtres, mais ils ne sont pas très nombreux, dont donc l'époux de Madame de Cassan. Je précise que sa fille survit et les enfants du couple survivent tous. Ils reviennent tous à Toulouse pendant la période, après la période après l'Empire en fait, et ils reviennent avec la Restauration et ils ont tous eu une descendance d'ailleurs. Donc je ne suis pas allé jusqu'au bout, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais je sais qu'ils ont au moins tous, les 2 garçons et la fille, ont tous eu une descendance. Très bien. Alors peut-être maintenant on pourrait faire une réflexion, car ça fait partie des éléments intéressants, je crois, de cet ouvrage, dans la dernière partie, sur cette notion de terreur. Et en particulier sur la mémoire de cet épisode dramatique, tragique même, de notre histoire, au XIXe siècle, lorsque des forces hostiles à la Révolution sont revenues au pouvoir et ont donc publié énormément de choses sur la Révolution, en forgeant cette notion de terreur avec un T majuscule, assimilée en quelque sorte à un système politique mis en place
pour symboliser les réformes que veulent instaurer les révolutionnaires. Cette idée, maintenant, a fait l'objet de beaucoup de discussions parmi les historiens et elle est remise en cause. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors oui, le mot terreur, donc il apparaît dans la bouche de certains révolutionnaires dès la période 1793-1794, mais justement comme ce qu'il faut éviter. Voilà, il faut à la rigueur terroriser les ennemis de la Révolution, mais surtout pas la masse des bons citoyens. Et en réalité, à l'été 1794, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une alliance de circonstances qui s'effectue entre plusieurs députés, des gens au sein du comité de salut public, et puis des députés qui avaient été en charge de la répression dans les départements, qui se sont illustrés par une grande violence. Je pense à Joseph Fouché, futur ministre de la police de Napoléon, à Tallien ou à Barras. Donc des individus qui sont dans l'œil de Robespierre et de Saint-Just pour leur trop grande violence. Et donc, quand ils arrivent à Paris, où ils craignent de devoir rendre des comptes, ils nouent une alliance avec un certain nombre de députés qui, en gros, sont inquiets de l'influence de Robespierre, mais qui serait d'ailleurs à nuancer, et du rôle du comité de salut public. Et donc, ces individus s'allient mettent en arrestation, en fait, Robespierre et ses partisans. Et donc, on considère que c'est la fin de la terreur. Je précise que cette nouvelle purge au sein du personnel révolutionnaire est la plus violente, puisqu'il y a une centaine de robespierristes qui sont exécutés. L'arrestation et l'exécution des dantonistes ou des hébertistes, etc., ça fait beaucoup moins de morts. Donc, en fait, la plus violente, c'est celle-ci. Et quelques semaines plus tard, Tallien prend la parole à l'Assemblée et dit « Nous venons de mettre à bas un système de terreur ». Donc, en fait, l'idée d'une terreur avec un bouc émissaire, Robespierre, qui serait un dictateur des années 93-94, c'est une invention des députés qui ont participé, qui l'ont envoyé à la guillotine, pour justifier leur action et se dédouaner de leurs responsabilités dans les violences des mois précédents. Et c'est eux qui inventent véritablement ce concept de la terreur comme dictature du comité de salut public et de Robespierre, aidé de Saint-Just et de quelques autres. Et c'est l'une des créations historiographiques qui a eu la plus grande pérennité, puisque en fait, la supercherie a très bien fonctionné, puisqu'elle a servi tout le monde. D'ailleurs, ces députés qui sont alliés contre Robespierre, ils vont ensuite se déchirer, ils vont s'envoyer au bagne. Alors on ne guillotine plus à ce moment-là, on envoie ce qu'on appelle la guillotine sèche, c'est-à-dire le bagne. Donc eux-mêmes règlent leur compte par la suite. Et évidemment, côté royaliste, ce discours sur la terreur, il est extrêmement efficace, il porte très bien, et donc il est repris. Voilà, il est repris. D'ailleurs, il sera même repris par des gens qui sont favorables à la Révolution au 19e ou 20e siècle et qui tenteront de justifier la terreur sans aller jusqu'à en fait déconstruire ce qu'on appelle un chrononyme, c'est-à-dire un mot qui désigne une période, en portant évidemment un jugement sur cette période. Et du point de vue royaliste, en fait, la mémoire hostile à la Révolution et qui se centre sur la terreur, elle s'organise très tôt comme une mémoire de martyrs et des victimes de la Révolution. Très tôt, dès le Directoire, et plus encore sous le Consulat, on a des familles royalistes qui rachètent les cimetières, notamment à Paris, des guillotinés, et qui en font des lieux de pèlerinage familiaux. On a même un des gardiens de ce cimetière qui se retrouve à organiser avec sa fille des tours pour des familles royalistes. On va visiter la guillotine, puis on va visiter tous les cimetières où sont peut-être enterrés des parents, etc. Oubliant que dans ces cimetières, il y a Robespierre, il y a Danton, il y a autant de révolutionnaires que de royalistes, mais c'est devenu des lieux de mémoire royalistes. Et le cas le plus célèbre, c'est évidemment lors de la Restauration, la transformation du cimetière de la Madeleine où ont été inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette en chapelle expiatoire, et les restes du roi et de la reine sont transférés à la basilique Saint-Denis. Et donc on a construit, la monarchie a construit un lieu de mémoire pour que la France purge sa violence régicide, mais sur un lieu où il y a autant de révolutionnaires que de contre-révolutionnaires qui sont enterrés. Donc cette mémoire-là a gardé et a évidemment diffusé l'idée de la terreur tout au long de la Restauration. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure pour Toulouse, mais cette idée d'une terreur avec un grand T, elle est restée dans les mémoires collectives et encore une fois, au sein des historiens pendant longtemps, autant ceux qui voulaient condamner la Révolution que ceux qui lui étaient plutôt favorables. Et c'est assez récemment, finalement, d'abord à l'initiative, à partir des années 80, et puis surtout avec les écrits d'un historien comme Jean-Clément Martin, où on s'est posé la question, est-ce qu'on peut encore utiliser le terme terreur, sachant tout ce qu'il y a derrière, et pour pas être prisonnier du terme. Alors Jean-Clément Martin lui dit, il ne faut plus l'utiliser. On ne l'utilise plus parce que le terme est trop marqué, donc on ne peut plus l'utiliser. D'autres historiens, comme Timothy Taquet, disent en fait on peut l'utiliser parce que c'est très pratique et on l'utilise en ayant en tête toutes les limites
qu'on peut mettre à ce terme, comme les grandes découvertes, la Reconquista. Bon, voilà. Donc, en ayant en tête que ces termes, en fait, ils ont une histoire et qu'on peut les mettre en perspective. Et il y a une voie un peu intermédiaire qui est personnellement celle que moi j'ai choisie dans l'ouvrage, c'est d'utiliser, d'écrire la terreur sans T majuscule pour bien montrer que c'est pas une période aussi délimitée, c'est pas un système, et entre guillemets. Ça permet deux choses. Ça permet de montrer qu'il y a bien, en gardant le terme de terreur, une volonté de terroriser les ennemis de la Révolution et donc une augmentation de la violence, donc de ne pas faire l'impasse sur les violences, mais de montrer aussi que cette période, par, on va dire, la minuscule et les guillemets, est une période beaucoup plus lâche, beaucoup plus floue, et qui est une période de politisation, où en gros le mot de terreur s'est diffusé comme un mot d'ordre dans toutes les couches de la société, en prenant des formes très variées. Parfois, en fait, la volonté de terroriser les ennemis de la Révolution, c'est organiser de grandes fêtes pour montrer la force du mouvement révolutionnaire et décourager les contre-révolutionnaires de passer à l'acte. C'est aussi l'idée de dire, puisqu'il faut terroriser au sens de décourager les ennemis de la Révolution, nous autres sans-culottes, membres du mouvement populaire, on va prendre la parole pour la première fois pour affirmer nos idées révolutionnaires. Donc c'est en fait tout ça, toute cette pluralité qui ne masque pas les violences, mais qui n'en fait pas la seule caractéristique de cette période qu'on a regroupée sous cette expression-là, terreur entre guillemets et avec un T majuscule. Et c'est l'historien Michel Biard et l'historienne Marisa Linton qui l'ont utilisé le premier, et moi je fais aussi. Peut-être pour terminer, et ensuite on passera la parole au public, car je suppose qu'il y aura d'autres questions. À Toulouse, est-ce qu'on a conservé une mémoire de ces épisodes les plus tragiques de la Révolution ? Alors oui, et essentiellement la mémoire des parlementaires exécutés à Paris. D'abord, alors pour ce qui est de Madame de Cassan, elle est très présente dans les récits du 19e siècle, pardon, la première moitié du 19e siècle, on va dire, un gros 19e siècle, notamment sous la plume d'écrivains ou d'historiens royalistes ou conservateurs à Toulouse. Et eux, clairement, l'exécution de Madame de Cassandra Baudy, c'est une martyre. Voilà. C'est une martyre de la cause royaliste, et plus important que tout, c'est une mère martyre, puisqu'en fait, ils vont insister sur le fait qu'elle a été guillotinée pour avoir été une bonne mère, pour avoir essayé, en gros, d'aider ses enfants. Alors, au passage, ils réécrivent un peu le procès, mais pour bien insister sur son statut de martyr. Mais c'est vraiment, voilà. Si vous lisez des récits de cette époque-là, de l'exécution de Madame Dora Baudy, elle est en robe blanche. On nous dit qu'elle a déjà l'auréole du martyr lorsqu'elle monte à l'échafaud. Bon, en gros, tout est fait pour la construction du martyr. Il y a un célèbre tableau de l'exécution de la sœur de Louis XVI, où elle est déjà aussi en robe blanche, illuminant la scène, qui est un tableau de la période révolutionnaire. Et en fait, le récit de l'exécution de Madame de Cassan, c'est vraiment le récit de l'exécution de membres en fait de la famille royale, toujours avec cette idée de martyr. Vraiment, on retrouve la même chose. Mais après, ça disparaît. C'est-à-dire, passé vraiment les années 1880, bon, c'est vraiment sa mémoire disparaît. Et ce qui va prendre la place, c'est la mémoire des parlementaires exécutés à Toulouse. De deux manières. D'abord, c'est une mémoire familiale. Donc, la plupart des familles de parlementaires ont des descendants. Ils ont entretenu la mémoire familiale, insistant sur des récits où l'un des fils de parlementaires a voulu suivre son père lors du trajet à Paris. Et donc, il l'a suivi à pied. Il est arrivé à Paris, les pieds en sang, etc. En réalité, ils étaient en charrette, enfin, ils étaient en calèche. Donc, il l'a bien suivi, son père, jusqu'à Paris. On nous dit qu'il y a un fils qui a assisté à l'exécution de son père, qui a voulu rester jusqu'au bout. En réalité, il n'était pas là à ce moment-là. Mais donc, il y a vraiment une récit familial et qui est aussi professionnel. Parce qu'au XIXe siècle, les juges, le personnel de justice toulousain se perçoit comme les descendants des parlementaires, de cette institution qui faisait le prestige de la ville sous l'Ancien Régime. Et donc, ils disent que c'était de bons magistrats qui ont été condamnés par une justice révolutionnaire aveugle, terrible, injuste. Et donc, eux se disent, nous qui sommes de bons magistrats, qui sommes les incarnations de la bonne justice, nous sommes les héritiers de ces parlementaires. Et donc, il y a aussi une mémoire professionnelle, on va dire, de ces parlementaires. Bon, aujourd'hui, cette mémoire-là a un peu diminué malgré tout. C'est-à-dire que la Révolution n'est pas extrêmement présente à Toulouse. Il y a quelques lieux, mais elle est moins présente, par exemple, qu'à Paris, ou même qu'à Bordeaux ou qu'à Lyon. Et est-ce qu'il y a des lieux de mémoire? Par exemple, la place du Puy. Du Puy, c'est un révolutionnaire toulousain.
Oui, alors il y a des lieux dédiés à des révolutionnaires. Je crois qu'il y a une rue Robespierre à Toulouse. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont une rue Robespierre, pas loin de la prison Saint-Michel. C'est toujours des grands débats au Conseil de Paris, par exemple, pour savoir s'il faut nommer une rue de Paris rue Robespierre. Il y a quelques lieux comme ça, mais il n'y a pas une mémoire inscrite comme il peut y avoir évidemment à Paris ou même sur la place des Brotteaux à Lyon, où il y a encore des marques ou des plaques. À Toulouse, il n'y a pas, à ma connaissance, de plaques sur les lieux, même les lieux d'exécution ou les lieux d'installation. Et moi, il y a un travail que je voudrais ouvrir sur les cimetières en fait, de guillotinés à Toulouse pour voir s'il y a eu aussi un investissement funéraire par la mémoire royaliste ou parlementaire à Toulouse. Mais ça, c'est un chantier que je veux ouvrir. Voilà, merci. Alors, je pense qu'après cette brillante conférence, que l'on peut peut-être remercier notre orateur. Dans une brillante conférence qu'on peut le remercier de nous avoir présentée. Je vais vous laisser la parole parce que je pense qu'il y a quelques idées, quelques questions qui doivent vous trotter en la tête. Donc, merci déjà pour votre présentation. Et ensuite, je voulais vous poser une question, parce que vous avez décidé de mettre en avant une femme. Quelle en fait était la place des femmes dans ces arrestations et dans ces condamnations? Est-ce que c'était majoritairement des femmes de familles parlementaires ou est-ce qu'on retrouvait d'autres femmes qui ont pu être arrêtées pendant cette période, donc à Toulouse ou dans la France, quoi. Merci. Alors merci beaucoup pour cette question. Ce qui avait aussi motivé le choix, c'est que c'est la seule femme guillotinée par le tribunal criminel qui juge de manière révolutionnaire. Il y a d'autres femmes qui sont exécutées, mais elle, c'est la seule. Parmi les gens arrêtés, et détenus, il y a une partie importante de femmes. Il y a déjà des prisons qui sont dédiées aux femmes à Toulouse et quelques religieuses, puisque la Révolution fait fermer les couvents, il y avait beaucoup d'institutions religieuses féminines à Toulouse. Donc on trouve des religieuses, mais majoritairement ce sont des femmes issues de milieux parlementaires, qui font partie des détenus. En revanche, elles sont très peu nombreuses à être condamnées, et c'est vrai partout en France. Les femmes sont beaucoup moins condamnées à mort que les hommes, pour deux raisons. En fait, dans les cours de justice, les préjugés qui pèsent à l'égard des femmes en fait, se retournent favorablement en leur faveur. C'est-à-dire que la justice révolutionnaire considère que ce qui est le plus important, c'est l'intentionnalité. Celui ou celle qui a voulu mal faire. Celui qui s'est laissé emporter ou qui est que complice, qui n'est pas acteur principal, c'est moins déterminant. Et comme on préjuge que les femmes n'ont pas la force morale à cette époque, c'est un des clichés, pour agir d'elles-mêmes, en fait, elles sont très souvent considérées comme complices. Alors quand on étudie, y compris les procès criminels, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que les femmes l'ont très très bien compris et que de manière très intelligente, elles l'utilisent. Quand elles se défendent, elles disent « Oh, mais vous savez, moi j'ai été laissée emporter, parce que je suis qu'une femme, moi j'y peux rien, etc. » Et elles le savent extrêmement bien. Or, on a des cas de bandes de brigands, en fait, dans lesquels les femmes sont à la tête de bandes de brigands. Il y en a une célèbre dans la région que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est composée du bourreau de la ville de Toulouse, de l'ancien bourreau et de leurs épouses, qui sont condamnées à mort pour être à la tête d'une bande de brigands qui détroussaient les gens aux alentours dans les campagnes toulousaines sous le directoire. Donc en fait des femmes qui sont très actives mais qui sont finalement assez peu représentées dans les sources, dans les archives, en tout cas dans les archives judiciaires du point de vue des condamnés. Là où je dis qu'elles sont très actives, parce qu'on a un cas d'un individu détenu dans la même prison que l'époux de Madame de Rabaudy, qui est un des rares Toulousains qui s'est évadé pendant la période, et on sait qu'il s'est évadé grâce à sa maîtresse, puisque c'est sa maîtresse qui a convaincu en gros le propriétaire d'une maison qui était attenante à la cellule d'aller chez lui, de creuser un trou et la nuit de percer un trou, ouais, et dans une nuit de l'évader. Donc c'est pour ça qu'il y a en tout une trentaine d'exécutés, enfin il y a une centaine de personnes en tout, mais le tribunal criminel à Toulouse il condamne 31 personnes à mort pour 30 exécutés parce qu'il y a un évadé de manière rocambolesque, et c'est cette personne qui est évadée. Il y a une collègue d'ailleurs à Toulouse qui travaille sur cette femme qui a tenté de faire évader, qui a réussi à faire évader son amant. On s'évade très souvent dans les prisons de la Révolution, c'est pas très très bien gardé. Une autre question. Bonjour et encore merci pour votre intervention. Une question peut-être d'ordre plus pratique, mais vous en avez déjà un peu évoqué pour un prochain travaux. Le traitement des cadavres, est-ce que, peut-être pas à Toulouse parce qu'il y avait peut-être un peu moins de condamnés, mais au niveau national, est-ce qu'il y avait aussi pendant cette période de terreur avec une minuscule et des guillemets un traitement particulier des morts en fait, des cadavres? Alors je vais essayer de vous répondre très brièvement et de ne pas y passer 3 heures, parce que c'est une chose qui m'intéresse le plus. En réalité, on observe que dès lors que l'exécution a lieu,
toutes les administrations, mais vraiment dans les villes, s'intéressent à un aspect qui est d'éviter de rendre les spectateurs mauvais, en fait, en proposant un spectacle trop violent. Et donc, ça passe par l'atténuation de la visibilité des cadavres. On demande, par exemple, très souvent de couvrir les bâches dans lesquelles on met les corps sans tête, donc de les couvrir pour éviter qu'on voit, ceux qui sont sur place ne voient les charrettes, et puis surtout que lorsqu'on va apporter les cadavres du lieu d'exécution jusqu'au lieu d'inhumation, que les gens voient en fait ce spectacle, parce qu'il y a toujours l'idée que la vue du sang, c'est très paradoxal, pourtant on a choisi la guillotine, mais que la vue du sang peut rendre la foule féroce et la foule mauvaise, peut provoquer de mauvaises émotions dans la foule. Et donc il y a du point de vue des autorités une vraie attention à cette question du sang, appuyée sur des considérations hygiéniques et sanitaires. Par exemple, on dit, mais il y a beaucoup d'exécutions, il faut laver, on le trouve dans toutes les villes, il faut laver très régulièrement les lieux d'exécution pour éviter que le sang ne s'accumule. On a des cas à Toulouse de chiens qui viennent boire dans les mares de sang et ça fait très très peur. À Rodez, on va changer la guillotine de place. Elle était place du Bourg, on la met au couchant de la ville, c'est-à-dire à côté, pas très très loin de la cathédrale, parce que le sang en fait dégouline, parce que à cause des pavés, dans les rues alentours, et on craint de mauvaises, on se rappelle des exhalaisons, c'est-à-dire la contamination de l'air à cause du sang. Donc ça passe par masquer le sang, rendre le lieu propre et masquer le plus possible la visibilité des condamnés. Voilà. En fait, une fois que le coup près est tombé, en gros, on considère que le spectacle est fini. Il faut là atténuer au maximum la violence ou les marques visibles de la violence. Donc, on fait très très attention au corps des condamnés. Ces questions hygiéniques, elles vont loin. À Arras, par exemple, l'équivalent du conseil municipal interdit la vente de petites guillotines à roulettes parce que les enfants s'en servaient pour décapiter des pigeons ou des rats. Et on considère que c'est pas du tout un passe-temps agréable pour les enfants. Et voilà. Mais donc, ça va être très loin parce que les lieux d'exécution sont souvent des lieux où on peut faire du commerce, on peut vendre et tout. Et donc, on veut vraiment atténuer cette violence. Ça passe par la place du sang et ça passe aussi par le traitement des corps. Ensuite, ils sont inhumés souvent dans des fosses communes. Voilà. Absolument pas, non. Il n'y a aucune cérémonie religieuse et ils sont enterrés dans des fosses communes. Enfin, pendant la période de la terreur, avec le directoire, là, ça change un peu plus, puisque en théorie, les familles ont le droit de réclamer le corps des guillotinés, ce qu'ils le font assez peu pendant la terreur, mais après, ils le font un peu plus. Donc après, il peut y avoir des cérémonies. Mais vraiment, les condamnés de la terreur, c'est là où ils sont très nombreux, eux sont mis dans des fosses communes. Notre question ici. Oui, d'abord, merci pour votre intervention qui était très claire et qui a répondu à beaucoup de questions qu'on pouvait se poser sur la période révolutionnaire et la terreur. Moi, je voudrais vous poser une question sur la façon dont les instructions étaient menées à Toulouse, puisqu'il s'agissait de magistrats qui en avaient dévolu le droit de juger sur le plan révolutionnaire, et s'il y avait un canevas à peu près identique, puisqu'il s'agissait de parlementaires, et si on recherchait véritablement des éléments de fait pour apporter des preuves, ou sur le fait justement qu'il s'agissait de gens contre-révolutionnaires parce qu'ils étaient magistrats d'Ancien Régime. Alors, un peu des deux. C'est-à-dire que la suspicion, en fait, conduit les individus en prison et à être jugés. Et après, une fois qu'ils sont jugés, il y a vraiment un attachement aux faits et à la preuve. Comme on est avant les réformes de l'été 1794, un avocat est possible. Hein, et parce qu'après les réformes, il n'y a plus d'avocat et c'est acquittement ou la mort. Hein. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là à Toulouse. D'ailleurs, on a des condamnations à des amendes ou à des peines de prison. Pour vous dire, par exemple, jusqu'où on cherche dans les faits, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, mais dans le cas de Madame de Cassan, les lettres, la fameuse lettre dans laquelle elle dit à son fils qu'elle lui envoie de l'argent et dans laquelle elle dit, elle condamne l'exécution de Louis XVI, c'est une lettre qui n'est pas signée parce qu'elle ne l'a pas envoyée. Donc, elle se défend en disant, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, elle est anonyme. Et que fait le tribunal ? Il ordonne qu'on retourne au domicile, qu'on trouve des documents écrits de la main de Madame de Cassan, on compare les écritures en plusieurs jours, et c'est la comparaison des écritures qui convainc les jurés, parce qu'il y a un juré populaire, que Madame de Cassan est bien l'autrice de cette lettre et que donc elle est bien une contre-révolutionnaire avérée. Et on en a ce type d'attention aux détails, il est très présent, y compris dans le cas d'émeutes, je pense à une émeute dans l'Aveyron, où la loi dit qu'on ne condamne à mort que les émeutiers pris les armes à la main. Donc on a des émeutiers qui, au moment d'être arrêtés, ont lâché ou leur fusil ou leur fourche. Et quand ils arrivent à prouver des témoins qui disent qu'en effet, ils n'ont pas été arrêtés les armes à la main, ils ne sont pas condamnés à mort. Voilà. Souvent, ils les lâchent au dernier moment. C'est un peu la technique. Bon.
plus on avance, plus c'est ce type d'argument. Voilà. Mais alors que à Paris, après les réformes de l'été 94, pour les parlementaires toulousains jugés à Paris, là, clairement, il y a la volonté de faire payer à ces gens-là la protestation de 1790. Là, clairement, c'est l'idée de faire de ces parlementaires symboles de l'Ancien Régime un exemple. Voilà. Ok. Alors voilà. C'est la même chose à Dijon d'ailleurs. À Dijon, il y avait un parlement qui était assez prestigieux et les parlementaires dijonnais aussi ont connu à peu près le même sort que les parlementaires toulousains. Voilà. C'est vraiment l'idée de leur faire symbole de l'Ancien Régime, on va leur faire payer. Et plus à Toulouse qu'ailleurs, à cause de leur protestation de 1790. Donc là, on a clairement des individus qui ont été condamnés sans défense, pour le simple fait d'être parlementaires. Là, c'est certain. Bonsoir et merci pour votre intervention. Vraiment, c'est super. Pour moi, c'est une question un petit peu simple, c'est-à-dire la position du pape. On a vu, par exemple, Monseigneur Saliez, c'est un national alors, voilà, qui était sa position devant la terreur nazie. Et ce que je veux savoir, simplement, devant la terreur révolutionnaire, alors, dans le temps, la position, il n'y avait pas eu un ancêtre à Monseigneur Saliez dans le temps, ou la position du pape aussi. Parce que moi, je cherchais les livres avec ça, mais je n'ai jamais trouvé, moi. Alors, voilà. On en a un dans notre collection. Ah, d'accord. On en a un dans notre collection, ça, là, il y en a un sur écrit ça. par M. Meyer, consacré justement à l'Église et la Révolution à Toulouse en 1791, au moment où il y a les grandes réformes religieuses. Donc, vous pourrez le trouver à la librairie Ombre Blanche. Petite publicité en passant. Alors, moi, je vous dis rapidement, donc, la Révolution décide de réorganiser le clergé avec ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, qui fait que les prêtres doivent être élus, en gros, qui essaie de fonctionnariser, je le dis très très vite, mais un petit peu le clergé, et avec l'idée avec l'obligation pour les prêtres de prêter serment. Oui, obligation de prêter serment à la Constitution. Et c'est ça que le pape condamne. Le pape condamne la constitution civile du clergé. C'est déjà un doute, je vais pas. C'était Pie, je sais plus. Ah, j'ai perdu le nom du pape, pardon. Il y en a beaucoup. Non. Bon, je sais, mais j'ai perdu le nom du pape, excusez-moi. Oui, donc là, il condamne officiellement la. Oui, alors là, il condamne officiellement la constitution civile du clergé. Oui, officiellement, et ce qui fait que le clergé français se divise, ce qu'on appelle entre jureurs, c'est-à-dire ceux qui acceptent de prêter serment à la Constitution, et ce qu'on appelle les réfractaires qui refusent de prêter serment. Et on remplace le clergé dans les paroisses, ou même les évêques, dans les diocèses, on remplace le clergé réfractaire par du clergé jureur. Et cette question-là est déterminante, parce que c'est ça qui va, on parle beaucoup de la terre, etc., mais ce qui fracture durablement la Révolution française, c'est cette constitution civile du clergé. Parce qu'on a des espaces qui étaient favorables à la Révolution, mais dans lesquels, par exemple, les prêtres étaient issus des communautés. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le prêtre du village qu'on remplace. Ça peut être le cousin, le frère, un proche. Et donc, on a des villages qui étaient favorables à la Révolution et qui vont basculer dans une forme d'hostilité, pas forcément dans une révolte armée, mais qui vont cacher les prêtres réfractaires ou qui vont s'en prendre aux prêtres jureurs. Dans le Gers, par exemple, on a plusieurs exemples où, quand arrive le prêtre jureur, le prêtre envoyé pour remplacer le réfractaire, ça ne se passe pas très bien. On l'attaque dans son église, on lui coupe les oreilles, la coupe des oreilles, il y a une mutilation qu'on retrouve régulièrement. C'est pour le traître, anthropologiquement, ça a sans doute un sens. Et le pape, en revanche, échoue à faire plus que cette condamnation, puisque à partir de 93, il y a une politique dite de déchristianisation, où on ferme les églises, on brûle les hôtels. Il y a vraiment une politique de hostile, mais qui dure très peu de temps, parce que dès 1794, en fait, on revient un peu, dès le printemps 94, on revient un peu dessus. Et celui qui va mettre fin à cette querelle qui était ouverte, c'est Bonaparte, avec le Concordat, et puis qui en plus, comme il est en Italie pendant les guerres d'Italie, parvient parce que le pape soit présent à son sacre. C'est pas le pape qui le sacre, il est juste là comme témoin. Mais donc c'est vraiment avec Bonaparte et le Concordat que cette querelle, cette fracture religieuse éclose. Mais j'insiste, ça a durablement divisé et fracturé la Révolution française, et c'est probablement l'aspect le plus déterminant en fait, pour outre la terreur et toutes ces questions-là. En fait, la question religieuse, elle est vraiment fondamentale dans la dynamique révolutionnaire. Bon, moi, c'est une petite question juridique. Quel est le tribunal criminel donc, qui agit comme tribunal révolutionnaire? Il est composé de juges, j'imagine, mais quelle est leur relation avec les parlementaires qui sont d'après une cour d'appel? Donc, c'est pas le même niveau, mais quelle est la relation entre les deux? Alors, donc le Parlement existe sous l'Ancien Régime, et avec les réformes de la Révolution, on supprime
toutes les cours de justice existantes, y compris le Parlement, et on crée un nouveau système. Au sein de ce nouveau système, le tribunal criminel, il y en a un par département, c'est lui qui doit connaître les crimes. Il y a un appel possible. Et dans les faits, on observe que donc, tous les juges sont élus. Mais alors, ils sont élus, ils doivent justifier d'un niveau en droit. On peut pas, n'importe qui peut pas être élu juge au tribunal criminel. Alors, cette procédure, elle est articulée parce qu'on trouve des tribunaux au niveau du district, au niveau du canton, au niveau de municipalité. Donc, en gros, l'organisation administrative et territoriale, en fait, elle est un miroir de l'organisation judiciaire. Donc, on a des juges élus au tribunal criminel. Et en fait, sociologiquement, la plupart étaient des individus qui n'étaient pas des parlementaires, mais qui étaient avocats au Parlement ou qui gravitaient autour du Parlement, mais qui, du fait de leur origine sociale, en fait, ne pouvaient pas accéder. Ben, tous ces individus se retrouvent à la faveur de la Révolution à pouvoir rentrer. Voilà, on a même des lieutenants dans des judicatures, voilà, etc. Donc, on a voilà, des personnages là qui parfois font une petite carrière politique ou qui sont des élus dans des cantons, etc. Qui, parce qu'ils ont une expérience de magistrat, voilà, c'est vraiment des hommes de loi, ce qu'on appelait des avocats ou des procureurs au niveau du Parlement qui sont élus. Donc ils sont et alors ils sont accompagnés d'un jury populaire. Il y a des citoyens tirés au sort, alors que les hommes qui sont tirés au sort, puisqu'on considère que puisque les citoyens votent pour élire leurs députés et leurs institutions, l'élection c'est la base de tout pendant la Révolution. C'est vraiment l'idée de faire une démocratie au village. Alors dans un premier temps, elle est censitaire, parce qu'il n'y a que les citoyens actifs qui peuvent voter. Mais donc du coup, le peuple qui fait la loi par l'intermédiaire de ses représentants, fait la justice. Et voilà, ces gens qui sont tirés au sort. Avec la terreur, on va sélectionner les listes pour être sûr de ne tirer au sort que des indices favorables. Voilà. Et donc, on va souvent tirer des listes parmi des gens qui sont adhérents au club des Jacobins ou membres des sociétés populaires. Comme ça, on est à peu près sûr d'avoir des individus favorables. Mais sinon, on a des jurys populaires, y compris pendant quand le tribunal juge révolutionnairement, il y a toujours un jury populaire à Toulouse. C'est la cour d'assises. C'est Napoléon qui va transformer le tribunal criminel en cour d'assises, mais en fait, c'est à peu près la même chose. Vous avez dit que les violences de ce qu'on appelle la terreur, ça diminuait un peu lorsque on recommençait à faire... lorsque la patrie était moins en danger à ses frontières. Et moi, j'avais lu dans un livre de Antoine Bourlan, je crois que c'est un professeur d'histoire à Paris, il met en fait, sa vision à lui, c'est que c'est quand même vraiment la mort de Robespierre qui a stoppé un peu ça quand même, parce que il dit que, selon lui, c'était devenu une machine idéologique qui s'auto-alimentait la justice révolutionnaire, et il note les premières grandes victoires révolutionnaires, et il explique que les exécutions continuaient à bon train même après les premières grandes victoires militaires. Oui, à Paris. Moi, je disais que c'était à Toulouse, oui. Où ça diminue avec l'éloignement du péril espagnol et la centralisation à Paris. En effet, la centralisation à Paris, donc c'est les jours de ce qu'on appelle la grande terreur, même si l'expression est à nuancer. Là, c'est là où on condamne le plus. Pour moi, c'est pas une machine idéologique. Dans le sens où ce sont en fait des ressorts qui sont très pragmatiques et où Robespierre lui-même en fait est inquiet de l'augmentation de ses exécutions. Ce qui explique fondamentalement son renversement, c'est, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est parce que la ligne politique qu'il incarne devient minoritaire. Cette ligne politique, c'est celle d'un renforcement du pouvoir aux mains des comités de salut public. Et les députés qui siègent depuis l'élection de la Convention en 92, en fait, se trouvent de plus en plus considérés qu'ils perdent une partie de leur pouvoir au profit des comités de salut public, qui sont composés de députés, mais pas de tous forcément. Et donc, il y a cette crainte, non pas d'une dictature de Robespierre, mais d'une dictature des comités, et ce qui va justifier de son renversement. Et ensuite, ce qui explique donc qu'il y a toujours des exécutions après, c'est parce qu'il y a la volonté de faire payer de manière symbolique tous les symboles de l'Ancien Régime. C'est pour ça que c'est pas une machine qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que Saint-Just écrit clairement que à terme, qu'est-ce qui va se passer et à quel moment on doit arrêter la violence. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la date. Et Saint-Just écrit que d'ailleurs, si rien n'est fait, le risque à ses yeux, c'est que la Révolution soit confisquée, puisqu'il a beaucoup lu la République romaine, c'est qu'à la fin, soit confisquée par un nouveau César, c'est-à-dire par un chef militaire charismatique qui, à partir de ses victoires, prenne le pouvoir et confisque la Révolution. Et la grande crainte de Saint-Just, c'est que la Révolution soit confisquée par un dictateur militaire. Bon, voilà. Mais pour moi, c'est pas du tout une machine idéologique, parce que le renversement. Ah oui, ok. Alors par rapport à ça, oui, mais parce qu'en fait, le renversement de Robespierre, c'est la même chose que ce qui s'est passé pour Danton
pour Hébert. En fait, c'est une énième épuration et renversement d'alliance au sein du comité de salut public et de l'Assemblée. Et surtout, ça continue après en fait, la fin de la terreur, puisqu'on a également des formes d'épuration jusqu'aux dernières exécutions, émeutes sans culotte de Prairial, lorsqu'on condamne à mort les derniers crétois, c'est-à-dire les derniers montagnards qui restaient dans l'Assemblée au cours pendant la réaction thermidorienne. Ma question, c'était est-ce que vous avez le nom du détenu qui s'était évadé à Toulouse? Non, je me rappelle plus. Comme il s'est évadé, comme il est vivant, en fait, je me suis pas trop intéressé. Mais une collègue à Toulouse, j'ai perdu le nom, excusez-moi, qui travaille qui fait un dictionnaire en fait des femmes de Toulouse. Alors elle est plutôt intéressée par la maîtresse qui l'a fait évader, qui a fait évader son amant. Mais j'ai perdu son nom, mais je pourrais le retrouver si vous voulez. Et je vous le dirai si ça vous intéresse. Je me rappelle plus de son nom. Bon, mais écoutez, je pense que l'heure tournant, on peut cesser cette rencontre en remerciant encore Guillaume Debat. Il s'agissait de Guillaume Debat à la librairie Ombre Blanche le 15 février 2025, autour de la publication aux éditions Midi-Pyrénéennes collection cette année-là, de son livre 1794, Terreur, justice révolutionnaire et guillotine, Madame de Cassan sur l'échafaud. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Když nemáš, tak rád